zone anglophone au Cameroun, le gouvernement y déploie un convoi humanitaire. En Gambie, le gouvernement s'attelle à rendre justice. Les biens et avoirs de l'ancien président Yahya Jammeh saisis. Pendant ce temps, la faim progresse au Soudan du Sud. Plusieurs agences des Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme cette fin de semaine. La date précise de l'audience n'a pas été communiquée, mais le procureur général a bien affirmé samedi que Omar el-Béchir, ancien président du Soudan, qui n'a plus été vu publiquement depuis sa mise à l'écart, comparaîtrait devant un tribunal la semaine prochaine. Jeudi, l'agence de presse officielle soudanaise Souna a indiqué que l'ancien homme fort du Soudan a été accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. Outre l'inculpation pour corruption, Béchir fait aussi l'objet de poursuites pour les meurtres de manifestants durant la répression de la contestation née en décembre. Son régime avait tenté de juguler ce mouvement en décrétant l'état d'urgence le 22 février. Le procureur général a précisé que l'ex-président était aussi interrogé au sujet de suspicions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Omar el-Béchir fait aussi l'objet de mandat international par la Cour pénale internationale qui veut le voir répondre à la haie de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour le conflit au Darfour. Mais les militaires au pouvoir ont indiqué qu'ils ne comptaient pas le transférer au tribunal international. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, le général a été emporté par un mouvement de protestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain avant de se transformer en contestation du pouvoir. Un conseil militaire de transition a pris ensuite les rênes du pays, mais la contestation s'est poursuivie pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Des dizaines de camions chargés de vivres ont été déployés depuis Yaoundé à destination du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il s'agit de la réponse humanitaire de l'État camerounais au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Elle intervient alors que le pays essuie de plus en plus de critiques pour sa gestion de cette crise d'une part et la dégradation de la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais d'autre part, laquelle crise est née du conflit armé qui oppose les séparatistes aux forces gouvernementales depuis octobre 2016. À ce jour, on déplore au moins 1850 morts, 330 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés dans un contexte où le pouvoir et les séparatistes campent sur des positions inconciliables. Les séparatistes vivent en effet dans l'utopie d'une indépendance prochaine, alors que le gouvernement camerounais rêve d'une victoire militaire à court terme. Les manifestants ont érigé des barricades faites de blocs de pierre et de morceaux de bois aux abords de ce lieu traditionnel de rassemblement. Les policiers, en tenue anti-émeute et appuyés par des véhicules blindés, ont utilisé des bombes lacrymogènes pour empêcher les protestataires de se réunir. Ceux-ci ont répliqué par des jets de projectiles et en mettant le feu à des pneus. En s'éparpillant dans les rues adjacentes pour échapper au gaz irritant, certains jeunes lançaient des slogans tels que « Macky corruption » ou « Macky dictateur ». Nous sommes des Sénégalais, nous tous. Nous avons des ressources naturelles qui n'appartiennent pas au président de la République et sa famille. Nous sommes venus pour dire non contre l'injustice. Ce ne sont que des calmants. Ils veulent laisser les gens rester chez eux alors que
on sait que cette justice-là ne fera rien du tout. Il y a des dossiers qui étaient là jusqu'à présent, rien du tout, rien du tout. Nous ne faisons pas confiance à cette justice-là. Selon un reportage diffusé par la chaîne britannique BBC le 3 juin dernier, Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain, a versé une prime secrète de 250 000 $ aux frais de Macky Sall, Aliou Sall, actuel président de la Caisse de dépôt et consignation et maire d'une commune de la banlieue de Dakar, ce que celui-ci a formellement démenti. Le Front de résistance nationale, principale coalition de l'opposition, a dénoncé dans la soirée l'arrestation de plusieurs de ses responsables ainsi que celle de membres de la société civile. Le ministre sénégalais de la Justice a ordonné ce lundi une enquête complète sur des contrats pétroliers et gaziers, alors que Macky Sall, réélu en février pour 5 ans, a dénoncé une tentative de déstabilisation du Sénégal. Grâce à la presse béninoise, nous savons aujourd'hui que le juge à qui ce dossier de Yaya Boni est confié se trouve lui-même dans les liens du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, mes chers amis, quelle peut être la conséquence d'une telle situation sur Yaya Boni? Je vais vous le démontrer. La conséquence sur Yaya Boni, je vais vous le démontrer. Quand vous prenez le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire des magistrats au Bénin, le juge qui comparaît devant cet organe, il y a comme organe de poursuite le garde des Sceaux. C'est le garde des Sceaux qui est le procureur de la République là-bas. C'est lui qui demande aux membres de ce conseil à quelle peine, quelle sanction il faut infliger à ce magistrat. Il requiert la peine. Il est l'élément de poursuite. Alors, vous voyez que le garde des Sceaux est également le chef direct du procureur de la République. En l'occurrence ici, Cotonou. Il est là-bas, il va requérir contre le juge, dans les mains de qui se trouve le dossier de M. Yaya Boni. Et il est ici le chef du procureur public de Cotonou, par qui il donne des ordres au même juge. Tout ce que veut le gouvernement dans l'affaire Yaya Boni au plan judiciaire, ça se dit par le garde des Sceaux au procureur général, le procureur général, le procureur de la République, le procureur de la République le dit au juge. Mais le juge, lui, sait qu'il est dans les liens de ce garde des Sceaux devant un organe de poursuite contre lui. Mais quand même, quel est ce tourbillon dans lequel on veut mettre Yaya Boni? Même un médiocre comprendra. Nous n'avons pas confiance en l'indépendance d'un juge dans un cas pareil. Chaque année, depuis le début du conflit en 2013 au Soudan du Sud, la faim atteint un niveau sans précédent, d'après un représentant du Programme alimentaire mondial lors d'une conférence de presse à Djouba. Des millions de gens ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. L'échelle IPC, la plus utilisée pour classifier la sécurité alimentaire, distingue 5 phases possibles dans la situation alimentaire d'un pays, la 5e étant celle de catastrophe. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds de l'ONU pour l'enfance et le PAM ont estimé dans un communiqué que 6 096 000 de personnes, soit 61% de la population, auront atteint les niveaux 3, 4 et 5 d'insécurité alimentaire en juillet, au plus fort de la soudure. C'est en effet la période située après l'épuisement des récoltes de la saison précédente et avant les nouvelles récoltes. La soudure actuelle a débuté tôt en raison des stocks historiquement bas récoltés lors de la saison 2018 et a été prolongée par le retard des pluies saisonnières en 2019. Combiné avec l'instabilité économique, les effets du conflit, les déplacements de population et l'inflation galopante entre autres, cela a contribué à une réduction de l'accès à la nourriture. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé Riek Machar, son ancien vice-président, de fomenter un coup d'État. Un accord de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une forte décrue des combats, même s'ils n'ont pas complètement cessé.
Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada donnent de la voix quant à l'aggravation des tensions politiques en République démocratique du Congo. À travers la voix de leur chef de mission à Kinshasa, ces 4 pays déplorent dans une déclaration commune la situation qui prévaut à Kinshasa, notamment depuis les récentes décisions de la Cour constitutionnelle qui a invalidé l'élection de députés de l'opposition. Selon eux, ces décisions de la Cour constitutionnelle prises en dehors des échéances prescrites par la loi nuisent à un climat politique apaisé. Nous regrettons vivement l'incertitude et la méfiance créées par ces décisions, précise le communiqué conjoint, tout en condamnant les confrontations récentes. Le communiqué conjoint invite par ailleurs les acteurs politiques congolais à proscrire l'usage de toute forme de violence. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a annulé cette semaine les élections de plus de 30 parlementaires, pour la plupart des membres de l'opposition issus de la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre et refuse de reconnaître l'élection de son ex-allié dans l'opposition, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection. En réaction aux décisions de la Cour constitutionnelle, Martin Fayoulou a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités parlementaires de tous les parlementaires de la coalition. Cette dernière a organisé jeudi un sit-in devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa et prévoit d'autres actions dans tout le pays le dimanche 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. Des foules immenses ont marché à Hong Kong où la colère était palpable dimanche après des affrontements violents entre manifestants et policiers. Le recul du gouvernement sur un projet de loi controversé n'a pas désamorcé l'ardeur des protestataires. Les organisateurs, qui espèrent une nouvelle démonstration de force géante, entendent maintenir la pression sur la chef de l'exécutif pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, qui a suspendu samedi un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. D'après ses détracteurs, le projet de loi placerait la population de l'ancienne colonie britannique à la merci du système judiciaire de Chine continentale, opaque et sous influence du Parti communiste. Les milieux d'affaires craignent que la réforme nuise à l'image internationale et l'attractivité du centre financier. Mercredi déjà, Hong Kong avait connu les pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Une manifestation rassemblant des dizaines de milliers de personnes avait été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Près de 80 personnes, dont 22 policiers, avaient été blessés. Samedi, un homme est mort en tombant du toit d'un luxueux centre commercial du cœur de la ville, d'où il tenait depuis plusieurs heures une banderole sur laquelle on pouvait lire « Retirer complètement la loi d'extradition chinoise. Nous ne sommes pas des émeutiers. Libérer les étudiants et les blessés. » Les protestataires réclament l'abandon du projet, la démission de la chef du gouvernement ainsi que des excuses pour les violences policières. Un article publié vendredi sur le site Panam Post parle de 2 représentants de Juan Guaidó en Colombie qui auraient détourné à leur profit des fonds destinés à couvrir les frais de militaires vénézuéliens qui ont déserté en février pour se réfugier dans la ville colombienne de Cúcuta à la frontière. L'auteur de l'article dit avoir eu accès à des factures qui présentent des montants excessifs, des dépenses pour plus de $900 dans des hôtels et des discothèques chaque nuit et des achats de vêtements dans des magasins ultra chers de Bogota et de Cúcuta. Face à ces accusations, Juan Guaidó a demandé la collaboration des autorités colombiennes afin que soit menée une enquête impartiale qui permette d'éclaircir ces signalements et que soient prises les mesures nécessaires. Et d'ajouter que les personnes incriminées ont été relevées de leurs fonctions le temps que l'enquête soit menée.
Selon le Panama Post, les fonds auraient dû servir à couvrir les dépenses des dizaines de soldats vénézuéliens qui ont déserté en février pour se réfugier en Colombie voisine, dont le président Iván Duque soutient Juan Guaidó. À la mi-mai, plus d'une soixantaine de ces déserteurs avaient été expulsés d'un hôtel de Cúcuta en raison d'un retard dans le paiement de leur séjour. Juan Guaidó a promis l'amnistie aux militaires qui se soustraient à l'autorité de Nicolás Maduro.